Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on plonge dans les dossiers les plus obscurs de l'aviation. Aujourd'hui, on part en Australie, au-dessus du détroit de Bass. Thomas, on va parler d'un cas qui me donne la chair de poule à chaque fois que je l'écoute. Salut Sarah. Oui, on s'attaque à du lourd aujourd'hui. L'affaire Frédéric Valentich. C'est le Saint Graal pour les amateurs d'ovnis, mais c'est surtout une tragédie humaine absolue. On est le 21 octobre 1978. Imaginez une soirée parfaite, ciel dégagé, visibilité illimitée. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas de tempête, pas de brouillard. Frédéric a 20 ans. C'est un jeune pilote passionné qui veut entrer dans l'armée de l'air, non ? Exactement. Il a environ 150 heures de vol à son actif. Ce n'est pas un vétéran, mais il sait ce qu'il fait. Il décolle de l'aéroport de Moorabbin, près de Melbourne, à bord d'un Cessna 182L. Son plan de vol est simple, il doit traverser le détroit de Bass pour aller chercher des langoustes à King Island. C'est un vol de routine, au-dessus de l'eau. Il est seul à bord. Et tout se passe bien pendant la première partie du vol, jusqu'à ce qu'il arrive près du Cap Otway. C'est là que ça bascule. Oui, à 19h06 précise, Frédéric appuie sur le bouton de sa radio pour contacter le service de vol de Melbourne. Et sa première question est déjà bizarre. Il demande « Y a-t-il un trafic connu en dessous de 5000 pieds ?» On sent déjà l'inquiétude. Et le contrôleur, Steve Roby, lui répond quoi ? Roby vérifie ses radars et ses fiches. Il lui répond « Négatif, pas de trafic connu. Pourquoi ?» Et là, Frédéric lâche l'info. Il dit qu'il voit un grand aéronef en dessous de 5000 pieds. Attends, il dit un grand aéronef. Il ne parle pas encore de lumière ou de soucoupe à ce stade ? Pas tout de suite. Il décrit d'abord 4 lumières brillantes. Il dit qu'elles ressemblent à des phares d'atterrissage. Et il précise que l'objet vient de passer au-dessus de lui à une vitesse, je cite, « très rapide ». Donc, on a un Cessna qui vole tranquillement à sa vitesse de croisière et un truc qui le survole en trombe. Le contrôleur doit penser à un avion militaire, non ? C'est ce que tout le monde pense au début. Roby demande si c'est un avion de la Royal Australian Air Force. Mais Frédéric est catégorique. Il dit que l'objet s'approche de lui par l'est. Et là, ça devient un jeu du chat et de la souris. Il dit « Il joue avec moi. Il me survole 2-3 fois à des vitesses que je ne peux pas identifier. » Il joue avec moi. C'est terrifiant comme phrase. On sent qu'il n'est plus le chasseur, mais la proie. C'est exactement ça. Et l'analyse de sa voix sur les bandes originales montre une montée progressive du stress. Ce n'est pas du cinéma. À 19h09, Roby lui demande de confirmer son altitude. Frédéric répond qu'il est à 4500 pieds et il ajoute un détail qui change tout. Il dit « ce n'est pas un avion ». Et là, on rentre dans la zone rouge. Qu'est-ce qu'il décrit physiquement ? Il dit que c'est un objet long. Il n'arrive pas à voir plus de détails à cause de la vitesse, mais il note une chose très spécifique, une lumière verte et un extérieur qui semble métallique, brillant. Une lumière verte ? C'est super rare dans les descriptions d'avions standards, non ? Les feux de navigation sont rouges et verts, mais pas une lumière verte globale. C'est totalement atypique. Et ce qui est encore plus fou, c'est le mouvement. Frédéric dit à la radio « L'objet est en orbite au-dessus de moi ». Note bien le mot « orbite ». Pas « il tourne », mais « il orbite ». Et il ajoute « Il a une lumière verte et une sorte de lueur métallique à l'extérieur ». À ce moment-là, Frédéric est toujours en contrôle de son avion ? C'est là que ça se gâte techniquement. Juste après avoir décrit l'objet, il signale que son moteur commence à avoir des ratés. Il dit « Le moteur tourne rond au ralenti, mais il tousse ». Imagine l'angoisse. Tu es au-dessus de l'océan Noir, tu as un truc inconnu au-dessus de la tête et ton seul moteur commence à te lâcher. C'est le scénario cauchemar. Le contrôleur à Melbourne, il fait quoi ? Il doit être impuissant ? Roby garde son calme, c'est un pro. Il lui demande ses intentions. Frédéric dit qu'il va essayer d'aller jusqu'à King Island, mais on sent qu'il est désorienté. Il demande encore « C'est un avion militaire ?» Roby ne sait plus quoi dire. On arrive aux dernières secondes, celles qui sont entrées dans la légende. Oui, 19h12, 6 minutes après son premier appel. Frédéric reprend la parole. Sa voix est tendue, précipitée. Il dit « Delta Sierra Juliet, Melbourne, mon intention est d'aller à King Island. L'aéronef inconnu plane maintenant au-dessus de moi. » Il plane ? Un avion ne plane pas, Thomas. Un hélicoptère, oui, mais il aurait reconnu le bruit. C'est ça le point de rupture. Il dit « Il plane et ce n'est pas un avion ». C'est la dernière phrase intelligible de Frédéric Valentich. « It is hovering and it's not an aircraft ». Et après ça ? Après ça, le micro reste ouvert pendant 17 secondes. 17 secondes interminables. On n'entend pas de cris, pas de vent, pas d'impact dans l'eau. On entend un bruit métallique, comme du métal qu'on broie ou qu'on frotte violemment. Certains l'ont décrit comme 2 pièces de métal qui grincent l'une contre l'autre. Et puis, silence radio total. Plus rien. Frédéric Valentich et son Cessna 182 ont disparu de la surface de la Terre.
On a lancé des recherches immédiatement, j'imagine? Bien sûr, des recherches massives, des avions, des bateaux, la météo était parfaite, la mer était calme. On aurait dû retrouver des débris, une tache d'huile, un gilet de sauvetage, quelque chose. Un Cessna, ça ne se désintègre pas comme ça. Mais rien. Pas une vis, pas un morceau de plastique, rien. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu pas mal de théories là-dessus. Les sceptiques parlent souvent de désorientation spatiale. Oui, c'est la thèse officielle la plus rationnelle. L'idée, c'est que Frédéric aurait pu voler à l'envers sans s'en rendre compte. Voler à l'envers? Mais il l'aurait senti, non? Le sang qui monte à la tête, la gravité? Pas forcément. La nuit, au-dessus de l'eau, sans repère visuel au sol, tu peux subir ce qu'on appelle une spirale de la mort. Tu crois que tu es à plat, mais tu es penché. Et les lumières qu'il voyait, selon cette théorie, ce seraient les reflets de ses propres feux sur l'eau, ou même des étoiles comme Antares ou Vénus qui brillaient fort ce soir-là. D'accord, mais ça n'explique pas le jeu avec l'avion, le fait que l'objet passe au-dessus de lui puis reste en stationnaire, et ça n'explique surtout pas le bruit métallique final. C'est là que la théorie de la désorientation prend l'eau, si je puis dire. Si tu te craches dans l'océan, tu as un truc d'impact, de l'eau qui s'engouffre, pas 17 secondes de grincement métallique. Et puis, il y a cette histoire de photo. Roy Manifold, tu peux nous en parler? Ah, ça, c'est l'élément qui trouble tout le monde. Roy Manifold était un photographe amateur qui faisait des photos de coucher de soleil à Cap Otway, exactement là où Frédéric a disparu, et quasiment au même moment, environ 20 minutes avant le dernier contact. Il a photographié quoi? Il a pris une série de photos en pose longue. Sur une d'elles, on voit juste la mer et le ciel. Mais sur la dernière, il y a une tache sombre, étrange, qui semble sortir de l'eau et s'élever dans le ciel à une vitesse folle. Les experts ont analysé le négatif. Pas de trucage. L'objet est entouré d'une sorte de nuage de vapeur ou d'eau pulvérisée. Donc, on a un témoin au sol qui photographie un objet rapide sortant de l'eau, pile au moment où un pilote signale un objet rapide qui joue avec lui avant de disparaître. C'est une coïncidence difficile à avaler, et il n'était pas le seul. Cette nuit-là, la police locale a reçu des dizaines d'appels signalant des lumières vertes serratiques dans le ciel au-dessus du détroit. Il y a aussi cette histoire un peu folle, mais qu'on ne peut pas ignorer vu le contexte, celle de l'enlèvement. Le père de Frédéric y a cru jusqu'à sa mort. Oui, Guido Valentich. Il a passé sa vie à espérer que son fils avait été emmené et qu'il est vivant quelque part. Pour lui, le fait qu'on n'aurait retrouvé aucun débris était la preuve que l'avion ne s'était pas écrasé, mais qu'il avait été pris. Il y a un détail qui m'a toujours frappé dans la transcription. C'est le calme relatif de Frédéric au début, qui se transforme en terreur pure. Il ne décrit pas une attaque, mais une observation curieuse, comme si l'objet l'analysait. C'est le mot scanning que les ufologues utilisent souvent, comme si l'OVNI scannait le Cessna. Ce qui est perturbant, c'est la réaction du moteur. Pourquoi le moteur tousse-t-il juste quand l'objet est au-dessus? On retrouve ça dans énormément de cas de rencontres rapprochées, les interférences électromagnétiques qui coupent les moteurs ou les radios. Exactement. Et n'oublions pas que nous sommes en 1978. Pas de drones, pas de technologie furtive avancée connue qui pourrait faire du surplace et repartir à Mach 10 avec des lumières vertes. C'est clair. Si c'était un prototype militaire secret, pourquoi le tester au-dessus d'une route civile, un samedi soir, et interagir avec un petit Cessna? Ça n'a aucun sens stratégique. Pour conclure, Thomas, 45 ans plus tard, on en est où? On est au point mort, Sarah. Le dossier reste ouvert mais froid. En 2013, il y a eu un regain d'intérêt quand un groupe de recherche a prétendu avoir trouvé une épave sous-marine qui pourrait correspondre, mais rien n'a été confirmé. Le mystère reste entier. Ce n'est pas un avion. Cette phrase restera gravée dans l'histoire. Merci Thomas pour cette analyse. Merci à toi. Et la prochaine fois que vous prenez l'avion et que vous regardez par le flou la nuit, faites attention à ceux qui pourraient vous regarder en retour. Charmant. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un autre mystère. Gardez l'œil ouvert.